Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Eh bien, on est avec Maxime Bernier du Parti populaire du Canada. Donc, Max, bienvenue. Merci de prendre du temps pour... T'as l'air d'un gars en été. Oui, effectivement, c'est une belle journée aujourd'hui. 25 degrés. Mais ça. Es-tu en shape encore? Es-tu full jogging comme avant, oui. Aussi crinqué qu'avant? Peut-être un peu moins fou, là, mais... Ouais. Mais c'est quoi tes rides dans ce moment? Tu fais quoi? Tu fais du 10? Oui, 10-15 km. Je m'entraîne pour le marathon de Montréal au mois de septembre. Mon but, c'est de faire le marathon en 3h35 à peu près. Donc, quand même. Mon meilleur temps de marathon, c'est 3h10. Fait que, en vieillissant. Bon, oui, mais 3h35, je vais être bien content. Les genoux tough encore? Oui, mais il faut avoir des bons espadrilles. Moi, c'est ce que j'ai. À tous les 6 mois, je change, puis j'ai aucun problème. Oui, c'est ça. Parce que les genoux se font barouetter. En vieillissant, des fois, on fait un peu d'arthrose à faire là. Donc, ça. Puis il faut faire nos étirements. Ouais. Il faut faire nos étirements. Avant ça, je me levais le matin, je mettais mes running shoes, partais, puis je courais. Mais aujourd'hui, des exercices d'étirement, un petit 15 minutes, puis là, après ça, du sport. Comment ça se passe avec le côté politique, avec le parti, je dirais avec le genre de... Parce que tu es un peu victime de l'impopularité de Trudeau et le gars est tellement... Le Parti libéral au pouvoir est tellement détesté que l'option Poilievre est comme... C'est encore une fois comme beaucoup d'élections, là, on vote pour sortir quelqu'un. Donc, toi, tu es pogné en deux là-dedans, là, parce que tu as une crowd qui est très conservatrice, plus conservatrice que les conservateurs, qui a peut-être des intentions de voter pour toi et les candidats du parti. Mais là, ils ont un goût surtout de sortir Trudeau. Donc, comment tu te deals avec ça? Oui, ça, c'est vrai aujourd'hui et c'était vrai à la dernière élection générale aussi. Mais tu sens, c'est plus encore là, hein? Il y a oui, plus je le sens. Il y a des gens que je rencontre, surtout dans l'Ouest canadien. Maxime, on t'aime bien gros, on aime bien tes idées, mais on veut se débarrasser de Trudeau. Là-dessus, pour moi, actuellement, je pense qu'il y a une opportunité pour le Parti populaire parce que Poilievre, par défaut, va être premier ministre du Canada. On regarde les sondages, là, on le voit. Comme tu viens de dire, Jeff, il est populaire, mais pas très populaire. C'est surtout Trudeau qui est impopulaire. Exact. Et donc, c'est... Mais il y a des bons slogans, sauf qu'on le connaît, je le dis souvent, on le connaît pas encore vraiment. À date, il utilise l'impopularité de Trudeau et il utilise beaucoup de slogans répétés. Oui. Et ça fonctionne. Mais on ne le connaît pas encore vraiment. Et tu as raison, il utilise la recette que lui a dictée Stephen Harper, qui le dit régulièrement dans des podcasts, que lorsqu'on dit « Oui, mais Poilievre devrait prendre position sur ci, sur ça, sur autre sujet », et Harper répond « Non, il n'y a pas affaire à prendre position sur différents sujets, parce qu'après ça, il va se faire attaquer. Il doit vaguer et critiquer Trudeau. » Et c'est ce qu'il fait. Les gens sont tellement tannés de Trudeau qu'il n'y a seulement qu'à faire ça, puis pas faire d'erreur et pas prendre position sur des sujets qu'il trouve controversés, et il va se rendre au pouvoir assez facilement. Et donc, pour nous, au Parti populaire, ce que je dis aux gens, bien, si 2 semaines avant l'élection, on regarde dans les sondages et Poilievre est très populaire et on prédit une victoire majoritaire de Poilievre, bien, qu'est-ce que je vais dire aux supporters conservateurs qui regardent le Parti populaire avec un clin d'œil et qui aimeraient bien voter pour nous, mais veulent certainement se débarrasser de Trudeau? Bien, je vais leur dire, c'est gagnant-gagnant. Regardez les sondages, là. Vous voyez que Poilievre va être élu et donc votez pour le Parti populaire. On va s'assurer que Poilievre soit dans le droit chemin. On va s'assurer que Poilievre demeure conservateur. On va s'assurer que Poilievre soit honnête. On va approuver Poilievre, ses politiques qui sont conservateurs. Et lorsqu'il déposera des projets de loi qui sont pas en ligne avec nos idées, mais on va voter contre. Donc, c'est gagnant-gagnant. Le danger des conservateurs, c'est toujours d'aller au centre. Donc, si, mettons, il y a 4-5 élus du Parti populaire du Canada, un peu comme QS fait à Québec, vous allez les tirer vers la droite. Oui. C'est un peu ça la stratégie. Tirer vers la droite et l'opinion publique aussi vers la droite. Oui, mais en même temps, tout de suite. Oui, effectivement. Et pour lui, pour Poilievre, bien, il veut rester dans le centre droit pour essayer de plaire à tout le monde. Et moi, j'ai été avec Harper.
On a eu un gouvernement minoritaire en 2006, un gouvernement minoritaire en 2008 et enfin un gouvernement conservateur majoritaire en 2011. Et là, je me suis dit, bien, on va avoir un vrai gouvernement conservateur, on va faire des vraies réformes, déréglementer, privatiser, etc. Un petit gouvernement. On n'a pas pris l'opportunité pour le faire. Ben non, Harper, dans sa majorité, regardait les sondages dès qu'il a été élu majoritaire pour être élu une autre fois majoritaire. Et donc, il faisait des compromis. Durant cet épisode-là, 2011 majoritaire, ça n'a pas marché non plus. Stephen Harper a créé le plus grand déficit de l'histoire du Canada à l'époque. Et un gouvernement conservateur. Si on regarde les 30 dernières années, là, le gouvernement qui a été plus conservateur au Canada, c'est le gouvernement de Jean Chrétien. Oui, c'est les libéraux de Jean Chrétien. Avec Martin comme chef. Avec Martin, ils ont éliminé le déficit, ils ont dégraissé l'État. Ça a été un gouvernement fiscalement responsable, mais Harper a été un bon gestionnaire d'un gros gouvernement interventionniste et dépensier. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est que ça va être la même chose avec Poilievre. Poilievre, Harper souffle à l'oreille de Poilievre. Poilievre écoute très bien Harper. C'est pour ça qu'il ne se positionne pas. C'est pour ça qu'il parle en slogan. C'est toujours des slogans qui sont testés d'ailleurs. Il faut bien le dire. Moi, lorsque j'ai quitté le Parti conservateur en 2018, à peu près 13 mois après la course au leadership, j'avais fait une série de tweets, 6 tweets sur Trudeau disait que la diversité était notre force. Moi, je dis non, c'est plutôt ce qui nous unit, etc. Ça a fait les manchettes du Canada, partout dans le Canada. Et à l'époque, j'étais encore conservateur. Et j'ai eu un appel d'Andrew Scheer, qui était le chef. Et il m'a dit, Maxime, tu ne peux pas parler comme ça. Si tu veux faire des tweets, parler contre la diversité ou pour l'unité, et tu devrais parler à nos gens ici au bureau du chef de l'opposition, au bureau, à son bureau, à Andrew Scheer à l'époque. Ça, je déteste. Ça, c'est ce que je déteste le plus de la politique. Mais c'est pas tout. Il me dit, on fait des focus groups, puis on teste les mots. Ce mot-là, Maxime, tu ne peux pas l'utiliser. Donc, on n'est plus rendu en politique seulement dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. On est rendu, les politiciens disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais aussi utilisent les bons mots. Par exemple, common sense. Poilievre, c'est sur tout, à toutes ses phrases, c'est le gros bon sens, le gros bon sens, common sense. Mais moi, quand on a fondé le Parti populaire, c'est ce que je disais, on a des politiques de gros bon sens, blablabla. Et il m'a volé ce slogan-là, si je peux m'exprimer ici, j'en parle plus du gros bon sens. Parce que pourquoi Poilievre parle du gros bon sens? Parce qu'ils ont testé ce mot-là. Si vous êtes pour l'immigration de masse puis les frontières ouvertes, bien, si Pierre Poilievre dit « Moi, j'ai une politique de gros bon sens en immigration », ah, OK, moi, je suis pour l'immigration de masse, c'est mon gros bon sens. Mais si vous êtes pour abolir l'immigration de masse, avoir moins d'immigrants, Poilievre dit « J'ai une politique de gros bon sens ». Ça veut dire les deux. J'ai une politique de gros bon sens en immigration. Quel est le gros bon sens de Joe Blow et le gros bon sens de Mme Tartampion? Chacun a leur gros bon sens. Ben oui. Et donc, en disant une politique de gros bon sens, très large. Très, très large, ça couvre tout le monde, il n'y a aucun risque. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas d'entrevue trop souvent, parce que là, il va falloir qu'il sorte de ses slogans. Puis, c'est dangereux sortir de ses slogans. Mais est-ce que Maxime Bernier et les gens du parti, est-ce que... Je comprends que, l'adversaire idéologique, c'est le Parti conservateur que tu as quitté la suite de ce qui s'est passé. Mais est-ce que avant tout, tu es d'accord qu'il faut sortir Trudeau et qu'on doit passer par, même si c'est imparfait à tes yeux, qu'on doit passer par un parti centralisateur, pas centralisateur, plus centriste, conservateur, mais c'est le prix à payer pour plus voir Trudeau. Est-ce que ce point-là, tu le reconnais qu'il faut sortir Trudeau absolument? Bien oui, moi, écoutez, j'aimerais bien ça me présenter moi-même contre Justin Trudeau dans son comté. Les gens me disent, Maxime, où tu vas te présenter? Je me suis présenté dans l'Ouest canadien, au Manitoba. Ça se peut que j'y retourne. Mais certaines personnes me disent, t'es de Montréal, va-t'en à Papineau contre Trudeau. Mais comme tout le monde, oui, je veux que Trudeau disparaisse. Comme tout le monde, si Trudeau disparaît de la politique canadienne, je ne serai pas premier ministre demain matin. Et je vais répéter ce que Jordan Peterson a dit par rapport à Poilievre. Jordan Peterson a dit publiquement qu'il appuyait Pierre Poilievre. Jordan Peterson a dit publiquement que Poilievre va avoir un gouvernement majoritaire.
C'est une prédiction, mais c'est une prédiction qui est réaliste. Pourquoi? Et assez facile. Oui. Et assez facile. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est en stagflation, donc début de récession, inflation, dépenses du gouvernement Et Trudeau, incontrôlables. c'est une anomalie. Là. On va se le dire, dans son œuvre générale, c'est une anomalie, ça. Là. Ben oui. Fait que mettons tout ça ensemble, là, lorsqu'il dit que Poilievre va gagner majoritaire, c'est assez facile à dire. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il a dit, donc Poilievre gagne majoritaire, pour répondre à ta question, on se débarrasse de Trudeau. Mais il dit le gouvernement de Poilievre va être un désastre. Et ça, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que Poilievre n'aura pas le courage de faire les réformes qu'on doit faire. C'est ma crainte. Ouais. Moi, c'est ma crainte. Les pirates, on l'a entendu plus souvent. Là. Moi, je ne le connais pas assez pour dire ce qui va prendre un côté ou de l'autre. Mais c'est... D'abord, la liste de to-do est tellement longue. Mais ton point tantôt, c'est très, très bon. Parce que quand vous étiez majoritaire, justement, Harper était majoritaire, en face de lui, c'était pas les libéraux, c'était le NPD. Et les libéraux n'avaient mangé une sacrifice. Je pense qu'il y avait 30 députés à peine. Il était dans le fond du... il était parti, là. En face d'eux autres, c'était le NPD, là. Donc, l'affaire, c'est qu'ils ont gouverné, justement, en donnant un peu de cadeaux pour pas que les libéraux reviennent. Comprenez-vous? Il y avait une stratégie aussi. Il y avait une stratégie. En face de Poilievre, ça va être qui? Ça va être le NPD et les libéraux. Oui. Donc, ça va être des gauchistes. Ouais. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. C'est ça. Il va se faire critiquer par sa gauche. C'est pour ça que Poilievre ne veut pas que le Parti populaire soit au Parlement. Parce que nous, premièrement, on va avoir plus de visibilité, mais on va parler comme des vrais conservateurs avec des vraies idées. Là. Puis on l'a vu, excuse-moi, Jay, mais on le voit ici à Québec, là, avec le Parti conservateur du Québec. Quand tu n'as personne d'élu au Parlement, tu sais, notre système de Parlement, faut l'accepter, il fonctionne comme ça. Là. Mais quand il n'y a personne de ton parti qui est au Parlement, c'est dur d'avoir la visibilité. C'est très difficile quand il n'y a personne au Parlement. Oui, puis moi, j'en suis conscient. La dernière élection, en 2019, lorsqu'on a créé le parti, j'ai pu participer au débat des chefs. En 2021, la dernière élection, ils ont créé une nouvelle règle. Ils ont dit pour Bernier et le Parti populaire, ça prend 4 % du vote. On avait eu 1,6. À la dernière élection, on a eu 5. Donc, si on regarde la règle, je vais participer au débat, au prochain débat. Et ça va nous donner de la visibilité parce que les médias nationaux vont devoir parler du Parti populaire au moins 1 ou 2 journées avant le débat, durant le débat et après. Et ça va nous aider à croître, effectivement. Qu'est-ce que... D'abord, on va refaire un peu de... On va se rappeler un peu ce qui s'est passé. Tu as passé un cheveu d'être le chef du Parti conservateur. Oui. Tu as été sorti par des bloquistes fermiers qui ne voulaient pas la gestion de l'offre. OK? C'est ça qui est arrivé. Mais tu as passé un cheveu. Puis, on ne se connaît pas personnellement, mais je te suis assez pour voir que tu n'es pas le genre à traîner ça pendant des années de temps. Mais des fois, tu te le dis-tu que ça pourrait être toi, Poilievre? Non. Non, pourquoi? Je vais répondre à la question. Pourquoi? Lorsque j'ai fait la course au leadership du Parti conservateur du Canada, en 2017-2018, j'ai commencé la course, j'étais un des derniers, il y avait à peu près 13 candidats à l'époque. Et on a terminé la course, les premiers, et tous les sondages disaient à 85 % que je devais être le prochain chef du Parti conservateur du Canada. Tout le monde le disait 3 semaines, 1 mois avant la course au leadership, avant le vote, pardon. Et ça allait bien. Pourquoi ça allait bien? Pourquoi j'ai réussi à être le dernier, à être le premier dans la course? Juste à cause de nos idées. On prônait des vraies idées, qui sont maintenant les idées du Parti populaire, des vraies idées, des vraies réformes, et on avait l'appui des membres conservateurs. Ce qui est arrivé le soir du vote, j'étais là, à Toronto, avec Catherine à côté de moi, et là, bien, première ronde, deuxième ronde, toujours en avance, troisième ronde, et je pense que la dernière, c'était la 12e. On annonce le gagnant. Et comment ils ont annoncé ça? S'il y a des vidéos, vous pouvez vérifier ça. Nous avons détruit les bulletins de vote. Nous avons un gagnant. 51 % Andrew Scheer. Tout ça est en anglais. 49 % Maxime Bernier. Quelle est ma réaction? Réaction humaine, émotion à l'époque. Oui. Tu ne devineras jamais. L'émotion que j'avais à l'époque, assis à côté de Catherine, lui prenant la main, c'était une réaction de soulagement. À ce point-là. Je viens de perdre la course au leadership du Parti conservateur du Canada. Il y a eu des histoires pendant la journée, pendant la semaine? Soulagement. Pourquoi soulagement? Je perds à 49 % du vote.
Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait 99 députés conservateurs. J'avais l'appui de 4 députés conservateurs, dont moi-même. J'avais l'appui de 3 députés. Pourquoi? Je parlais contre la gestion de l'offre. Je ne serai pas réélu. J'ai des fermiers dans mon comté. Je parlais contre les subventions aux entreprises. Je ne peux pas t'appuyer, Maxime. J'ai GM dans mon comté, etc. Donc, je savais que gagner à 49 %, j'allais devoir faire des compromis pour garder le caucus de mon côté. Je suis bien beau avoir gagné à 51, j'ai bien beau avoir les membres du parti de mon côté, mais si tu as le caucus contre toi, puis on connaît l'histoire des conservateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait à Stockwell Day, etc. Donc, le caucus aurait fallu que je fasse des compromis avec mes idées pour rester chef de ce parti-là, puis plaire à mon caucus. Et je ne suis pas un gars qui va faire des compromis sur ses idées. Donc, j'avais un sentiment de soulagement parce que gagner, il aurait fallu que je gagne à 55, 56, 57 pour imposer mes idées au caucus, même si les membres du parti étaient d'accord avec ça. Mais le lendemain, la question est le lendemain. Comment je me sens le lendemain? Première page du Global Mail, un titre. 240 membres du Parti conservateur. Mais il y a eu 250 000 votes. C'est juste les membres du Parti conservateur qui devaient voter. 240 000 membres, 250 000 votes. La veille, ils disent qu'ils ont détruit les bulletins de vote. Et là, il y a eu de la magouille. Ils ont créé des bulletins de vote parce que je n'étais pas le candidat de l'establishment, je n'étais pas le candidat de Stephen Harper. Et donc, j'ai perdu. Ils ont triché. Et là j'étais pas trop de bonne humeur. D'ailleurs, ça m'a pris 3 jours, si vous regardez l'histoire, avant d'appuyer mon chef. Parce que j'ai écrit une lettre au Parti conservateur avec toutes les irrégularités avec mes avocats pour avoir des questions là-dessus. Et après 3 jours, on m'a dit au parti, on ne répondra jamais à ta lettre, Maxime. Et là, tu as 2 choix, tu appuies notre chef, etc., tout ça. Et j'ai décidé 3 jours après, un mercredi soir à 6 heures, de faire un tweet que j'étais derrière Andrew Scheer. Et j'ai essayé de travailler avec lui pendant 15 mois. C'est une catastrophe, Andrew Scheer. Ben oui, j'ai essayé de travailler avec lui pendant 15 mois. Et un moment donné, j'ai eu une rencontre avec lui 15 mois plus tard. J'ai dit, Andrew, on est en 2018, on s'en va en élection en 2019. Andrew, je vais rester avec toi, mais j'avais plusieurs idées dans ma course au leadership. Elles étaient très populaires avec les membres du parti. Quelle idée que tu vas choisir pour mettre dans la plateforme électorale du Parti conservateur pour l'élection de 2019? Aucune. Ouais. Et là, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, Maxime, tes idées étaient populaires avec les membres du Parti conservateur, mais tes idées ne sont pas populaires avec la population générale. Et moi, je vais être premier ministre du Canada, donc je ne prendrai aucune de tes idées. Et c'est pour ça que j'ai démissionné. J'ai dit, ce parti est moralement et intellectuellement corrompu. Ils ne sont là que pour le pouvoir. Ouais. Et Poilievre, c'est un politicien de carrière. Il n'a jamais eu de job, Jeff. Il n'a jamais eu de job et il n'a jamais eu de boss. Il s'est fait élire à 25 ans et depuis ce temps-là, il est au Parlement. Il connaît tous les trucs et son but, c'est de rester au pouvoir et premièrement, d'avoir le pouvoir et de rester au pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'il parle en slogan et c'est pour ça que... Donc, tu n'as jamais eu dans ta réflexion, OK, comment je peux... parce que, bon, tu as été un bon ministre, tu es un bon politicien, tu as de l'attraction, la raison pourquoi tu étais capable de partir de ton propre parti, mais tu avances en âge, tu veux réaliser des choses, tu vas peut-être manquer de temps pour tout réaliser ce que tu veux via ton parti. Je regarde aux États-Unis. Oui, t'es correct. J'ai juste encore 61. T'es encore à 25 ans. D'accord, mais est-ce que tu as été... Parce que moi, je l'ai soulevé à un moment donné parce que je l'ai entendu de gens qui t'aiment, mais qui ont la même réflexion que je t'ai partagée tantôt, que tu as entendu toi-même. Faut sortir absolument Trudeau. On aimerait ça. Est-ce que Max peut revenir comme genre de ministre senior à côté de Poilievre? Je connais la réponse, mais je veux te la poser pareil. Non. Je sais. Mais ça t'a pas passé par la tête du tout, le tout. Non, absolument pas. Absolument pas. Les gens me demandent aussi, Maxime, as-tu des contacts avec tes ex-collègues conservateurs? Zéro. Non, zéro. Mais surtout au Québec, on a les conservateurs québécois qui sont élus, c'est pas des forts, là. Mais le mot conservateur ne s'applique pas pour eux. Non, c'est des libéraux. C'est des libéraux un peu plus bleus. Oui. Non, pour moi, je pense que le Parti populaire, là, si on regarde les faits, on a eu 1,6 % du vote à notre première élection en 2019. Ça a pris 16 ans
au Parti vert du Canada pour avoir plus d'1% du vote. On a eu 1,6 à notre première élection. Ça a pris 22 ans au Parti vert du Canada pour avoir son premier député élu. Ça ne prendra pas 22 ans pour nous, là. Et on croit, et la dernière élection, bien, le Parti vert a eu 2% du vote. C'est sûr qu'ils ont eu 2 députés d'élus. Leur vote est très concentré, mais ils ont eu 2%. Nous, on a eu 5% du vote. Ce que je dis à mes gens, la prochaine élection, on peut avoir en moyenne 5%, ça, c'est en moyenne. En Alberta, par exemple, dans la province d'Alberta, on a eu 10% du vote. Très bon. En moyenne, au Canada, c'est 5. Et on n'est pas prophète dans son pays. Au Québec, je pense qu'on a eu 3,5% du vote lorsqu'on avait eu 5% général. Mais pour le Québec, c'est quasiment bon. Oh, le Québec est un cas à part. Ben, pour le Québec, c'est un peu plus difficile, oui. mais là, je pense qu'on a un peu plus de traction. Mais on va voir à la prochaine campagne. Mais ce que je dis à mes candidats, là, on a de 1,6 à 5, on a presque triplé notre pourcentage de vote qu'on a eu en 2019. Tu n'as pas peur de baisser un peu, justement, parce qu'à cause de l'effet Poilievre, on a encore tellement hâte de voir Trudeau sortir que ça se peut que tu te ramasses à 3,5, 4? Non, je pense pas. Je pense pas parce que les sondages vont donner Poilievre gagnant. Donc, si les sondages, ça va dédouaner un conservateur qui veut vraiment là, voter pour avoir du changement, dire OK, là, Bernier, j'ai rien à perdre, Trudeau s'en va. Puis Bernier, lui, il va faire ce qu'il dit, puis il va pousser Poilievre à faire ce qu'il dit. Puis même si on n'a pas de siège, puis on a 10% du vote, les médias vont devoir... On va être capable de faire progresser l'opinion publique et faire avancer l'opinion publique vers la droite. Et je pense que une fois que c'est fait, bien, le débat va être plus facile. J'espère qu'on va avoir un siège au Parlement, mais le débat va être plus facile parce que là, Poilievre va devoir répondre à quelques-unes de nos questions. Mm-hmm. Mais justement, je suis sur le site du Parti conservateur du Canada. Il n'y a pas de... Je comprends qu'une plateforme électorale, c'est pendant les élections. On s'entend-tu là? Mais en ce moment, moi, j'ai aucun renseignement sur des points précis qui veulent changer. Il n'y en a pas, là. Non. Sur le site, il n'y en a pas. Mais tu n'en auras pas. C'est ce qu'Harper dit à Poilievre. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas de plateforme électorale. La plateforme électorale de Pierre Poilievre est inexistante. Elle va exister quelques semaines avant l'élection. Pourquoi? Parce que Poilievre n'est pas un leader, est une personne qui suit l'opinion publique et il ne sait pas qu'est-ce que l'opinion publique va penser dans un an, donc il ne se positionne pas. Et donc, il ne sait pas, lui, à quoi il va croire dans un an. Mais d'après toi, qu'est-ce qui... Dis-moi au moins un point qui était sûr qu'il va faire, puis un point que tu es sûr qu'il ne fera pas. Ben, un point... Il va être élu, là, puis dans les 6 premiers mois, il va faire ce point-là. Exemple, mettons... dégraisser un peu la fonction publique. Je vois une patente. Non, c'est facile. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, la taxe sur le carbone. Je suis pas mal certain là, qu'il va l'abolir. Bon. Mais ce qu'il ne fera pas, il ne se retirera pas de l'accord de Paris. Et donc, ils vont imposer plus de réglementation, peut-être une autre taxe et aux entreprises pour justement essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mais toute cette hystérie climatique n'existe pas. C'est de la folie et il faut se retirer de l'accord de Paris. Ça, il ne le fera pas. OK, ça, il ne fera pas. Ouais. Le point qui... OK, c'est ça. Tu as répondu aux deux questions en même temps. Mais est-ce que... On s'entend que oui, si mettons tu as 5, 7, 8, 9, 10 oui, tu as un impact, mais c'est sûr que c'est toujours mieux quand il y a quelqu'un qui s'amuse avec la gang qui ont du fun à chaque jour à TV. Est-ce que tu aimerais ça être élu? Puis si tu veux être élu, tu as parlé tantôt du Manitoba où tu t'es présenté la dernière fois. Est-ce que c'est dans l'Ouest que tu as des chances? Tu sais, veux pas, on veut que... Tu sais, moi, à chaque fois que je parle de politique avec quelqu'un, j'en parlais avec Joe Hamel tantôt, il disait, ce serait le fun qu'on ait 3-4 parce que, c'est comme tu disais, c'est que tu vas être le chien de garde des conservateurs. Absolument. Toujours plus facile si tu es élu. Est-ce que tu penses que tu es capable d'aller chercher au moins un siège? J'espère que oui. Effectivement, on va travailler pour ça. Et c'est pour ça que présentement, je ne sais pas encore dans quel comté je vais me présenter. Le Manitoba est un comté. Certains me disent que je devrais retourner au Québec. On va regarder en temps et lieu. Québec, c'est pas une bonne idée. Moi, personnellement, je comprends le fait que c'est chez toi. Si tu connais la place, t'es plus en Beauce, t'es plus installé à Montréal, je pense. Oui, là, je suis à Montréal. T'es plus à Montréal. L'île des Sœurs. Ouais. OK, donc peut-être, mais moi, je pense que l'Ouest, c'est naturel. Mais c'est 800 000 voix que vous avez eu à la dernière élection?
840 000. 840 000 voix. Mais c'est dans quel comté ou quelle région est-ce que vous étiez le plus fort? 22 22 Dans quelle région, ça? Manitoba. Manitoba, OK. Portage-les-Gares. Portage, OK. Et 22 Et moi, quand je me suis présenté à l'élection partielle, c'est dans ce comté-là, j'ai eu 17 Pourquoi j'ai eu 17 moins que mon candidat à l'élection générale? C'est un peu décevant, mais il y a beaucoup de communautés religieuses qui sont un peu à part de la population, là. Je comprends. Et eux ont voté pour mon candidat à la dernière campagne. Mais normalement, ils ne votent pas aux élections fédérales. Et ils ont fait une exception. Et à l'élection partielle, j'en ai rencontré plusieurs. Puis on dit, Maxime, on aime bien ce que tu fais, mais on va retourner à ce qu'on a toujours fait. On ne se mêle pas de politique fédérale et nos gens ne votent pas. Okay. Donc, on n'a pas eu l'appui autant qu'on aurait dû avoir. Mais aussi le fait que j'étais du Québec et les gens n'étaient pas certains si c'était sérieux, qu'est-ce qui se passait. Et là, on avait une organisation, mais là, on a bâti une organisation encore plus forte. Fait que les gens me disent au Manitoba, Maxime, pense-y pas deux fois, là, reviens ici, là, on va partir de ce que tu as créé. Il y a une bonne base. Il y a une bonne base. On va regarder, là, il n'y a pas de décision de prise encore. Ouais. Donc là, tout est à faire, tout est à penser. Donc, vous êtes sûr que tout le monde, l'organisation, le parti, tout le monde est sûr que c'est facilement 1 an. Le NPD ne flanchera pas. Ils vont continuer d'appuyer Trudeau. Donc, c'est vraiment probablement le printemps prochain, à peu près? Ou, Octobre 2025. Il y a le temps de se passer bien des affaires en 1 an et demi. Ben oui. Et on a le temps d'être en récession. Et plus le temps passe, plus ça aide l'opposition, plus ça aide Poilievre. Mais les libéraux doivent penser l'inverse, eux autres. Ils sont tellement mal en point en ce moment que peut-être que s'ils sont capables d'acheter du temps, ils vont se remettre à remonter, non? Oui, c'est ce qu'ils pensent, effectivement. Moi, je pense que c'est le contraire. Et pourquoi que le NPD va continuer à supporter les libéraux? Bien, parce que dans les sondages, présentement, les libéraux et le NPD, s'il y a une élection demain matin, ils vont avoir moins de députés à la Chambre des communes. Donc, ce n'est pas l'avantage de ni un ni l'autre d'aller en élection rapidement. Trudeau, il sait, il voit les sondages. Poilievre est quoi? 10, 12 points en avance? C'est énorme. Certains spécialistes regardent ça et disent Poilievre risque d'avoir une des plus grandes majorités au Canada, dans l'histoire du Canada, si ça continue comme ça. Ouais. La plus grosse majorité, ça a été Brian Mulroney en 1988 sur le libre-échange. Mais effectivement, donc Trudeau et le NPD n'ont pas... Ils ne gagneront pas une élection demain matin. Donc, pour eux, c'est tout à leur avantage de rester là le plus longtemps. Et espérer, comme tu viens de dire, Jeff, que les choses s'améliorent. Exact. Le Québec. Parlons-en du Québec, là. Une des aberrations du Québec, OK? Puis je comprends que tu es un parti fédéral, puis il faut voir ça pan-canadien. Mais je dirais que naturellement, pour Maxime Bernier, tu es un Québécois, tu as une vision conservatrice. Moi, je pense que, je ne sais pas ce qui est arrivé avec la vision conservatrice des Québécois, mais je pense que dans le fond de nous, les Québécois ont toujours été beaucoup plus conservateurs que les chiffres qu'on a depuis 20-30 ans en politique. On a comme délaissé ça, mais il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Le Parti populaire du Canada, je comprends qu'il y a le nom Canada dedans, c'est dur de faire le switch. Mais au Québec, là, je comprends qu'on a une gang de mous élus conservateurs, mais le Bloc québécois, c'est une aberration. Puis ça pourrait être remplacé par une équipe forte du Parti populaire du Canada, du Québec. Je ne sais pas si vous me suivez dans mon histoire, oui. Mais il y a, pas pour l'élection qui s'en vient, parce que là, il se fait tard un peu, mais il me semble qu'il y a une opportunité au Québec également au niveau politique de faire un grand changement au niveau fédéral. C'est-tu moi qui rêve? Moi, mon père était député du Bloc québécois quand Lucien Bouchard a fondé le parti. Lucien était dans le salon chez nous. Puis je me rappelle que Lucien a dit à ma mère, à mon père, on s'en va là, mais on s'en va là pour 4 ans. On s'en va là, on va faire telle affaire. C'était pas supposé d'être là encore aujourd'hui, cette affaire-là. Là. Donc, c'est une aberration. C'est dur à comprendre, mais les Québécois votent Bloc québécois. Puis je pense qu'ils ne savent même pas pourquoi, parce que souvent, c'est quelqu'un qui a un F-150, 8 cylindres, qui vote pour le Bloc québécois. Puis quand ils sont élus, ils s'en vont à Ottawa, puis c'est les plus green qu'il n'y a pas dans toute la gang. Donc, c'est comme un genre de vote désespéré, je ne sais pas trop.
Mais il me semble qu'il y a une clientèle là qui nous, je dis nous, qui nous ressemble, dans le sens que conservateur, avoir les idées qu'on a, etc. Il me semble qu'il y en a plus qu'on pense, surtout dans les régions. Tu vas me dire que tu as été probablement échaudé dans Beauce. Mais crif, il y a un naturel entre les idées conservatrices que tu défends puis le Québec. Oui, absolument. Le problème, c'est qu'on n'a pas de leader politique qui parle de ces idées-là parce qu'aujourd'hui, ces idées-là ne sont pas si populaires que ça. Donc, les politiciens regardent les sondages et s'aperçoivent que s'ils prônent des idées plus ou moins populaires, c'est plus risqué. Et les politiciens n'aiment pas prendre des risques. Ils veulent être élus et réélus. Les idées, les vraies idées populistes, conservatrices, libérales, classiques, il faut en parler pour qu'elles deviennent populaires. Le Bloc québécois, ils vont jouer sur la nation, ils vont jouer sur l'identité québécoise pour essayer d'être élus. Mais ils jouent beaucoup sur l'environnement aussi. L'environnement, mais effectivement, lorsqu'ils arrivent à Ottawa, ils sont plus gauchistes que le NPD souvent. Oui. Et donc, et l'avantage du Bloc québécois, c'est qu'ils ont les médias traditionnels avec eux. C'est un avantage énorme. Donc, les médias traditionnels vont peindre le Bloc québécois de la façon dont ils veulent, comme ils ont fait avec Maxime Bernier. Écoutez, ils m'ont durant la COVID ou avant la COVID, j'étais supposé d'être un covidio, mais on s'aperçoit que toutes les covidios maintenant... Comment tu réagis avec ça, avec le temps là, qui donne finalement... qui donne raison, pas juste à moi. Non, mais à tous ceux qui me disaient... on fait partie de ceux-là. Là. On a tous passé pour des covidios, mais de voir à chaque fois, encore cette semaine, Fauci devant la commission, le Congrès, s'écraser avec les histoires de non-science, tu dois trouver ça drôle un peu, de voir que finalement, le temps te donne raison plus souvent qu'autrement. Le temps donne raison. Les gens qui prônaient le gros bon sens à l'époque, puis c'était assez facile de prôner le gros bon sens. Il fallait juste pas entrer dans le discours de la peur et garder son intelligence, puis regarder qu'est-ce qui se passait. Et là, moi, j'ai été discrédité, bien des gens ont été discrédités, bien des gens qui ont organisé des manifestations à Montréal partout, on nous édenté, Covidio, tous les noms. Là. Oh ouais. Moi, on pourrait sortir les chroniques du Journal de Montréal. il y en avait à la tonne durant ce temps-là. Moi, ce que je souhaite, c'est ce qui se passe aux États-Unis actuellement, qu'on fasse le bilan au Québec. Qu'on en ait une commission parlementaire. Ils veulent pas qu'on en parle. Ben oui, c'est ça. Ils n'ont même pas parlé. Il n'y a aucun texte dans les journaux et les médias francophones, Radio-Canada, La Presse, Le Devoir et Journal de Montréal, Journal de Québec, cette semaine sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec Fauci. Incroyable. Il n'y a aucun texte là-dessus. C'est ça. Aucun. Incroyable. Si Fauci nous avait dit oui, j'ai les preuves scientifiques, dépose ça, prouve son point, il y aurait des textes là-dessus, c'est clair. Là, il n'y en a pas. Donc, ils ne veulent même pas en parler. Parce que moi, j'en parle encore. J'ai fait même l'ouverture d'aujourd'hui là-dessus parce que je me suis dit, ça se peut pas, là, que Fauci, c'est comme ignoré. Mais ils nous le disent, décroche, passe à autre chose. Mais comment on peut passer à autre chose avec ce qu'ils nous ont fait vivre? Moi, ce qu'ils ont fait vivre à mes ados, qui... parce que, tu sais, on le sait, là, entre 15 et 20 ans, c'est là où notre personnalité se forge. Ils ont été éloignés de leur activité sportive, leur école, où ce que tout le social se passe à cet âge-là, les premiers chums, etc., les balles étudiants, la vie sociale, c'est là qu'elle se forge. C'est les années les plus importantes. Ils ont été privés de ça. Moi, je vais leur vouloir le reste de mes jours. Ouais, moi, je n'oublierai pas. Même chose pour ma fille. Son bal de finissant, elle n'a pas eu. Exact. Elle était avec moi, et puis la famille immédiate, puis on fêtait, puis les larmes aux yeux. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle voulait être avec ses amis. Exact. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait subir aux enfants. À nous, OK, en tant qu'adultes, mais aux enfants. Moi, c'est les enfants qui... moi, ça n'a pas passé 0-0. Mettre des masques. Donc, tu as encore cette étiquette-là. Tu sens qu'ils ont réussi à te l'ancrer sur toi, l'étiquette de Covidio puis COVID, tout ça? Ben, oui, ça prend un peu de temps. Là, le seul média traditionnel qui ose m'avoir, c'est Cube Radio. Avec l'indépendantiste Mathieu Bob-Côté. Ouais. J'ai fait 2 entrevues avec lui sur nos positions politiques sur, premièrement, l'immigration de masse, puis on a fait un débat aussi sur l'immigration de masse avec Yann Sénéchal, et ça a bien été. Mais après ça, ce qu'on me dit, c'est que ses collègues à TVA et à Cube Radio le regardent. Comment ça, t'as invité Bernier? Ben voyons donc. Et il se fait quasiment réprimander d'avoir invité Maxime Bernier, chef d'un parti à 5 % du vote.
Et on parle d'idées. On ne veut pas débattre les idées. La gauche ne veut pas débattre parce qu'elle sait que si elle nous permet de débattre, on va les gagner, ces débats-là. Ils ne veulent pas débattre de toutes les folies woke, les folies du climat, etc. On fait peur aux jeunes avec le climat encore aujourd'hui. C'est quoi ta réflexion sur tout ce qui est arrivé dans les dernières années avec l'immigration? Comment tu sais, parce qu'il y a comme deux visions. Il y a la vision d'affaires de gens, puis tu es originaire de la Beauce, tu sais que la Beauce ne tiendrait pas debout sans l'immigration, soit l'immigration saisonnière ou encore l'immigration permanente. Mais il y a beaucoup de... Puis ça, je sais que les gens sont comme divisés. On sait qu'ils ont besoin d'être servis puis de se faire soigner par quelqu'un qui va les aider, l'infirmière auxiliaire, etc., qui parle peut-être avec un accent. Mais ils ont comme l'impression qu'on amène des immigrants qui ne fitent pas nécessairement avec nous. Il y a comme une double vision. Les gens sont comme déchirés en deux. Ils ont comme, oui, on a besoin, oui, on manque de main-d'œuvre, oui, sinon, le magasin de là, il est fermé, l'entreprise de là est fermée, le magasin pas le magasin, mais l'usine qui fait les poulets, il y a la moitié moins de poulets qui sortent. Mais ils ont l'impression aussi de perdre leur identité là-dedans parce que ça arrive d'une manière très, très vite. Donc, la position là-dessus, c'est quoi ta position personnelle et du parti? La position du parti et ma position, c'est d'arrêter cette immigration de masse. Lorsqu'on dit immigration de masse, c'est quoi l'immigration de masse? C'est que les dernières décennies, on avait en moyenne au Canada 250 000 par année de nouveaux arrivants. Et là, depuis Trudeau, c'est 500 000 par année de nouveaux arrivants. Et on additionne à ça les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants internationaux. Donc, on additionne tout ça, ça fait 1,2 million de personnes que le Canada a fait entrer au pays l'an dernier. 1,2 million, là, c'est la population de la Saskatchewan. Et si on regarde par capita, le Canada est le pays qui reçoit plus d'immigrants par capita. Donc, lorsque tu reçois autant de monde comme ça, tu ne peux plus les intégrer dans ta société. Qu'est-ce que ça fait? Ces gens-là vont vivre en ghetto. Et en plus, on a la loi sur le multiculturalisme au Canada qui encourage ces gens-là de garder leur culture. Le gouvernement du Canada va financer, exemple, la communauté canadienne-chinoise pour qu'ils fêtent le Nouvel An chinois avec notre argent. Ben non, mais pourquoi pas célébrer notre histoire, notre culture? On veut toujours mettre l'accent sur les diverses cultures, puis on ne les incite pas à s'intégrer. Pourquoi vous pensez que le parti indépendantiste ici est populaire au Québec maintenant? Lorsque les indépendantistes étaient populaires, on avait Trudeau père au pouvoir qui s'ingérait dans les compétences du Québec, puis on avait René Lévesque. Donc, la montée de PSPP est directement liée à l'immigration? Seulement l'immigration. Les Québécois veulent préserver leur culture et leur langue, et il est le seul qui en parle. Il a peur un peu d'en parler, là, mais il est le seul qui en parle, puis qui ne sait pas de bon sens. Et on regarde là, les gens qui sont nés à l'extérieur du Canada. Le pourcentage de la population des gens qui sont nés à l'extérieur du Canada, ici au Canada, c'est 25 25 de notre population est née à l'extérieur du Canada. Le pourcentage aux États-Unis, 14 Le pourcentage en France et en Europe, à peu près 12 12 de leur population est née à l'extérieur. Ici, vous prenez le 25 des gens qui sont nés à l'extérieur du Canada et si vous additionnez la deuxième génération, 44 des Canadiens sont nés à l'extérieur, viennent de l'extérieur du Canada, là, la première génération et la deuxième. Et ils ne s'intègrent pas parce qu'on leur dit « intégrez-vous pas, c'est pas important ». Puis en plus, on ne fait pas de test de valeur. On ne fait pas, on fait pas d'entrevue, on ne sait pas qui rentre ici. Et c'est ça. On le voit. Il n'y a pas un partage de valeur dans le sens que les gens qui arrivent ici, en réalité, ils ne nous connaissent pas. C'est dur de s'intégrer à une place où ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas notre passé, ils ne connaissent pas notre pays, ils ne connaissent pas nos... Oui, mais nous, on n'en fait pas la promotion aussi. Voilà, exactement. Ouais. On le voit dans l'histoire d'Israël-Palestine. On était surpris de voir qu'il y a autant de on le voit là, je veux dire, on le voit même d'élus QS qui sont des gens qui arrivent de pays du Middle East. Puis ces gens-là sont à l'aise avec tout ce qui se passe du côté de la Palestine. Ils importent au Canada leurs conflits locaux. Oui. Et c'est ce qu'ils ne s'intègrent pas. Et sur cette question-là, Gaza, Palestine, etc., c'est quoi la position du Parti populaire, Maxime? C'est quoi la position? On n'en a pas de position. C'est le Canada d'abord. C'est le Canada d'abord.
moi, là, ce qui se passe ailleurs, là, le Canada n'a aucune influence Russie, là-dessus. Ukraine, tu as la même Même, on n'est pas pour cette guerre-là. On ne devrait pas s'impliquer. Pourquoi? C'est le gouvernement le plus corrompu sur la planète. Les médias essayent de nous faire croire que l'Ukraine, c'est une démocratie qui n'est pas l'Ukraine, corrompue. c'est parfait, puis les Russes, c'est des méchants. Ben oui. Alors que... C'est pas ça du tout. Nous, on a depuis le début, j'ai dit, on n'a pas à faire cette guerre-là, on n'a pas à s'ingérer là. Les Russes ils sont pas les méchants, les Ukrainiens non plus, mais on n'a pas à s'en mêler. Les Russes, oui, ils ont fait une invasion d'un territoire, mais si on regarde l'histoire, bien, ce territoire-là, Donbass, a déjà été, il y a plusieurs dizaines d'années, sous la juridiction russe, et ces gens-là parlent le russe. Donc, il y avait des, entre guillemets, je veux bien dire entre guillemets, certaines raisons historiques pour la Russie de faire ce qu'ils ont fait, mais c'est pas justifié à mon point de vue. Il y a aussi un peu d'ingérence de nous, là, surtout des États-Unis avec surtout les États-Unis, NATO et tout ça. Avec l'OTAN. Écoutez, sous Kennedy, lorsque Kennedy était président, on a eu la crise des missiles d'octobre de Cuba. Et donc, la Russie voulait mettre des missiles à Cuba pointés vers les États-Unis. Kennedy, non, ça n'a pas de bon sens. Et ils ont réussi à avoir une entente. Et finalement, il n'y a pas eu de missiles russes à Cuba. Mais ce qu'on a fait, nous, on est en train, avec l'expansion de l'OTAN, bien là, on est au port de la Russie. On est au port de la Russie, puis on va avoir une base de l'OTAN en Ukraine aux portes de la Russie. Comment ça, c'était pas bon pour les Américains? Ouais, mais on peut mettre des missiles aux portes de la Russie. Exact. Et la Russie a toujours dit, c'est inacceptable. Je ne veux pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Et nous, on pousse pour que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Donc, on ne respecte pas notre parole qu'on a dit il y a 50 ans qu'il n'y aurait pas d'expansion de l'OTAN. Et là, il y en a une. Puis bon, les Russes réagissent. Mais oui, on les a provoqués pour qu'ils réagissent. À quoi? On s'attendait à quoi? Le point de vue de Poilievre sur Israël et la Palestine, c'est ne me posez pas de questions sur rien tant et aussi longtemps que le Hamas est là et qu'il ne libère pas les otages puis qu'il ne se tasse pas finalement. Est-ce que, mettons que tu avais à répondre quelque chose, je comprends très bien ton point, je suis à la même place. Moi, je suis anti-guerre, on n'a pas d'affaire là-dedans. Garder notre argent pour nous autres, les Canadiens en premier. D'accord avec ça. Ouais. Mais si, mettons, quelqu'un te pose des questions puis ils veulent que tu répondes quelque chose, est-ce que justement le Hamas, un peu comme on vient de dire sur NATO, c'est pas un problème si on veut régler quelque chose? Là, parce que moi, je vois des manifestations où ce que les gens ne dénoncent jamais le Hamas. J'ai pas de problème à ce que les gens soient pour la paix puis que les gens à Gaza soient protégés d'une certaine manière puis qu'il n'y a pas de victimes civiles. On comprend tout ça, là, on est des humains. Mais pourquoi cette population-là, j'ai vu un sondage qui a été réalisé dans plusieurs territoires palestiniens et 71% des Palestiniens, encore en ce moment, sont avec, même s'il n'y a pas d'élection depuis longtemps, ils sont pro-Hamas. Ils considèrent que le Hamas fait la job qu'eux autres veulent. Donc, à partir de là, on ne peut pas faire grand-chose avec un parti qui est reconnu comme étant un parti terroriste. À partir de là, effectivement, Hamas est reconnu comme terroriste ici au Canada et pas juste au Canada, dans d'autres pays. Et je suis d'accord avec ça. Mais la question est, quelle influence le Canada a dans ce conflit-là? Il faut être réaliste, là. L'influence, on a très peu d'influence. Et moi, je dis, on ne devrait pas se mêler de ça. Et là, ce qui est plus dangereux pour notre démocratie, c'est ce qu'on voit dans les journaux aujourd'hui sur l'influence étrangère de députés à Ottawa qui sont élus et qui font de l'ingérence par rapport à leur pays d'origine. Donc, on disait tantôt que les gens ne s'intègrent pas à notre culture. Et c'est ça au Québec en passant aussi. Au Québec, politique provinciale, il y a des députés qui font la même chose. À QS, 2 députés qui font exactement la même chose. Ben oui. Ça, c'est malaisant. Il y a un côté malaisant, ça. Ben oui, vous faites partie du peuple québécois ou canadien. Et là, on essaie d'influencer la politique étrangère canadienne par rapport à leur priorité de leur pays d'origine. Et on regarde aujourd'hui, la politique étrangère canadienne, là, elle n'est pas basée sur les intérêts à moyen et long terme du Canada. Elle est orientée en fonction des groupes ethniques ici au Canada pour leur plaire. Le meilleur exemple de ça, c'est Poilievre. Poilievre qui rencontre tous ces... et qui se déguise comme eux, là, qui se déguise, excusez-moi l'expression, et qui fait du racolage politique pour leur plaire.
Pensez-vous que ça va changer nos politiques? Non. Pensez-vous que Poilievre est pour l'abolition de la loi sur le multiculturalisme? Non. Il fait même une conférence de presse avec son numéro 2 et les deux langues qu'il parle, c'est Punjabi puis anglais. Écoutez, là, à un moment donné, là, on n'est pas au Punjab ici, là, on est au Canada. Poilievre et Trudeau font du pandering, font du racolage avec ces groupes-là. Et là, ces gens-là veulent plus de gens qui viennent ici. Là. La réunification des familles. Là, quand on parle de réunification des familles, c'est pas la mère, le père et les enfants. La réunification des familles, pour les politiciens, c'est la famille élargie. Les sœurs, les frères, les mononcles, les matantes, les grands-parents. Et on ne peut plus tolérer ça. Là. Ben, surtout, c'est ma prochaine question, sur ce qui se passe en ce moment. Parce que oui, il y a une histoire d'immigration, mais un des plus gros sujets, la Banque du Canada a diminué son taux de 0,25. C'est pas ça qui va faire changer quoi que ce soit pour les gens qui vont renouveler leur hypothèque. Ce ne sera pas un gros changement pour l'instant, mais c'est mieux qu'une hausse de 0,25. On comprend ça. Sauf que c'est le gros sujet aussi, là. L'habitation, justement, à cause de ce qu'on vient de jaser. Donc, un trop grand nombre de personnes qui arrivent en même temps, mais aussi à travers une mauvaise gestion un peu partout à travers le pays, des coûts de construction beaucoup trop élevés, une inflation galopante, une maison qui coûtait 300 000 à bâtir il y a quelques années est rendue à 500 000 à bâtir, etc., etc. Ça, c'est un gros problème, l'habitation. Ben oui. Puis Poilievre, sa réponse, c'est qu'il faut en bâtir plus. Et comment on va faire ça? Ben, je vais m'ingérer dans les champs de compétences des provinces, je vais dicter aux municipalités quoi faire et je vais changer le règlement de zonage. Mais il n'y arrivera pas. Lui-même, Poilievre dit, il y a 50 ans, on construisait 230 000 maisons par année au Canada. 50 ans plus tard, on en construit 240 000. Et là, lui dit, il faut en construire plus. Juste pour répondre à la demande, il faudrait construire 700 000 nouvelles maisons. Poilievre ne peut pas construire 700 000 nouvelles maisons dans un an. La vraie réponse à la crise du logement, que ce soit la maison ou le loyer que vous payez qui est très cher, la vraie réponse, c'est d'arrêter l'immigration de masse. Mais Poilievre ne fera pas ça parce que sa clientèle dans les grands centres urbains, Vancouver, Toronto, c'est ces nouveaux immigrants. Il faut dire aussi que Trudeau a changé les lois. Avant ça, ça prenait 5 ans pour être citoyen canadien. 5 ans, ça veut dire, normalement, on a des élections tous les 4 ans. Je ne peux pas avoir l'appui de cette personne-là. Il a changé ça, c'est 3 ans maintenant pour avoir la citoyenneté. Donc, 3 ans, c'est avant une élection. Quelqu'un qui rentre au début d'un mandat peut voter avant la fin du mandat de ce gouvernement-là. Donc, Poilievre, ses politiques sont orientées justement sur ces groupes ethniques-là qui font partie dans des comtés importants. Donc, c'est toujours ça. Là. Si tu penses à l'Ukraine, tu dis, dans l'Ouest, il y a plein de gens qui sont d'origine ukrainienne. Ils sont habituellement des gens qui votent conservateurs. Il faut que je prenne pour l'Ukraine. Oui, effectivement. Ensuite, pour tel autre dossier. Parce que ça fonctionne par comté. Ces gens-là sont regroupés normalement. Il n'y a rien à faire. Donc, finalement, c'est rien que de ça tout le temps. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Voter pour le Parti populaire. Oui, je comprends, mais je veux dire, même toi au pouvoir plus tard, mettons que tu tombes au pouvoir, tu aurais à vivre avec cette réalité-là par l'équipe que tu aurais. Peut-être pas toi, mais il y a quelqu'un qui dirait Max, fais attention à ce que tu dis sur l'Ukraine. Moi, j'ai mon comté, j'ai les 3 qu'on a élus là-bas, ils ont beaucoup d'Ukrainiens. On dirait que on est comme pognés avec ça. Ben, c'est pour ça que notre plateforme est toujours la même depuis la création du parti. Ça fait que la journée qu'on sera au pouvoir, on va avoir la légitimité de faire ce qu'on a fait. C'est toujours la même plateforme, elle ne change pas. Et exemple, j'étais en Colombie-Britannique durant la dernière campagne électorale et je parlais à une dame, et je vais la décrire comme ça, d'origine chinoise. Et il y a une vidéo là-dessus. Et elle me disait qu'elle était fière d'être Canada, tout ça, et quelqu'un l'avait traité de Chinese Canadian. Mm-hmm. Puis elle se retourne devant la personne, elle dit « Je suis une Canadienne ». Et c'est ce que je lui ai dit. Vous avez raison, madame. Pour moi, vous êtes une Canadienne. Vous n'êtes pas une Canadienne d'origine chinoise. Vous êtes une Canadienne qui veut s'intégrer à la culture canadienne. Et donc, moi, là, les priorités de la communauté chinoise en lien avec le gouvernement chinois ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Je veux que vous vous intégrez dans notre culture. Et moi, je ne parle pas à un Canadien d'origine ukrainienne, mais c'est ce que dit Poilievre et Trudeau. Un Canadien d'origine ukrainienne, un Canadien d'origine chinoise. Non, il n'y en a pas de Canadiens. C'est des Canadiens. Tout le monde sont Canadiens et on devrait les traiter
comme des Canadiens et pas essayer de leur plaire et d'aller avec eux et célébrer le Nouvel An chinois ou d'aller à une fête religieuse Non, oui, je comprends. Non, nous, on n'embarque pas si là-dedans. je reviens sur les maisons, là, toi, donc tu penses, Max, que tu pourras pas... que Pas moi, Poilievre la pourrait Banque pas- nationale. La Banque nationale et la Société canadienne d'hypothèque et de logement, c'est leur dossier 700 000 nouvelles maisons Ça, par bon, année. ça, c'est On clair. peut pas. Ça, on Donc, oublie ça. Poilievre dit ça. Mais quand il dit, là, les mairesses pas bonnes, puis c'est vrai qu'on a des mairesses bien ordinaires, là, puis des maires Ben oui. très woke, là, très QS. Tu sais, quand il les traite de nom, puis qu'il leur dit, que si je suis au pouvoir, quand je vais faire mes transferts fédéraux pour vos infrastructures et tout ça, si vous voulez avoir vos montants, vous allez devoir augmenter le nombre de permis de construction parce que c'est vrai que le temps que ça prend, c'est rendu fou, là. Oh oui. C'est rendu fou. Est-ce que ça, il y a ce pouvoir-là ou c'est un peu n'importe quoi? Ben, c'est un peu n'importe quoi parce que ça relève de la juridiction du Québec. Ça relève de la juridiction du gouvernement du Québec. Et ces maires-là, le temps va les rattraper. Ils vont devoir changer leur réglementation pour s'assurer qu'il y a de la construction. La pression est sur eux présentement. Mais Poilievre parle de transfert. Moi, ce que je dis à ces maires-là, zéro transfert. Le fédéral n'a pas à s'ingérer et transférer de l'argent pour des responsabilités qui sont de nature provinciale. Et c'est comme ça qu'on va avoir un petit gouvernement. Donc, tantôt, tu disais que, Poilievre n'est pas nécessairement centralisateur, mais il l'est dans un point de vue parce que lui, il y a des priorités qui sont des priorités qui devraient être de juridiction et sous la responsabilité des politiciens provinciaux, mais il veut s'en mêler. Et la façon de s'en mêler, c'est d'utiliser le pouvoir fédéral qu'on appelle le pouvoir de dépenser, qui n'existe pas dans la Constitution, qui est un pouvoir qui n'existe tellement pas que durant l'entente du lac Meach qu'avait négocié Brian Mulroney, il voulait modifier la Constitution et il a inscrit une clause que le fédéral avait le droit de dépenser dans les champs de compétences des provinces. Et ça n'a pas été accepté. Ça n'existe pas. Mais ce que fait actuellement avec ses déficits et ce que va faire Poilievre, c'est de dépenser dans des champs de compétences des provinces, comme il vient de dire, moi, je vais vous donner des subventions si vous changez vos règlements de zonage. OK, je pensais pas que c'était des subventions. Je pensais que c'était des transferts fédéraux qui se faisaient déjà avec les villes. Oui, il fait des transferts pour les infrastructures. Je pensais qu'il allait juste les retenir un peu. Pourquoi les gens de Québec paieraient avec leurs taxes pour bâtir un pont à Vancouver? Pourquoi les gens de Vancouver paieraient pour leurs taxes pour bâtir une autoroute en Beauce? C'est local. Ça devrait être le gouvernement local. Le fédéral peut subventionner des infrastructures transcanadiennes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était ça. J'ai toujours été surpris de voir que... Mais c'est Chrétien a commencé ça pour acheter des votes en dépensant des programmes d'infrastructure. C'est devenu récurrent. Nous, on va l'abolir, le programme d'infrastructure. Ouais. On va avoir un gouvernement plus petit, on va être capable de diminuer les taxes. Puis si les provinces veulent taxer pour améliorer leur infrastructure, faites-le. Tu parlais tantôt de politique plus conservatrice, plus libérale classique. Veut pas, dans les dernières années, puis je pense que dans le fait que les gens sont vraiment tannés de Trudeau, oui, il y a tout ce qui est arrivé pendant la COVID, oui, il y a les déficits, oui, il y a l'inflation qui a été provoquée par son imprimage d'argent puis l'endettement. Tout le monde commence à allumer, sauf eux autres. Mais aussi, à travers ça, il y a beaucoup d'écœurites envers Trudeau sur sa vision woke, très woke. Donc là, on est dans le conservatisme social. On est dans... La guerre culturelle. Oui, ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais ça le devient. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais je ne vois plus les balises. J'ai de la misère à voir mes repères dans notre société avec tout ce qu'on nous pousse, qu'on nous rentre dans la gorge, qu'on essaie de nous rentrer. Puis je veux que les gens vivent ce qu'ils ont à vivre. Puis je ne suis pas contre le fait que les gens, il y a une diversité, etc. Mais c'est la manière que la politique l'amène, puis que nous, mettons, les gens avec une vie un peu plus pas normale, classique. Classique. Donc, une famille... Qui a seulement 2 sexes, par exemple. Ouais, genre 2... On va trouver s'expliquer le même, c'est pas drôle. Donc, moi, je vois plus qu'un homme, c'est un homme. Peu importe comment tu t'identifies. Tu es venu au monde avec ce que tu as, tu es un homme. Que mes filles ne doivent pas faire du sport contre des gars qui prétendent être... Tu sais, des choses de base. Donc... moi, je ne peux pas me battre là-dessus pour le reste de mes jours, à savoir, je veux garder ma place comme juste une vie que je pensais qui était normale pour toujours. Et là, on a à se battre là-dessus. Puis tu te dis, mais voyons, on est en train de...
On est en train de s'estiner sur telle ou telle chose qui est complètement anodine, complètement... Mais ça, le monde commence à en avoir plein leur casse. Je ne sais pas si tu le ressens, ça. Absolument. Je suis un peu comme toi, Jeff. Et si on regarde le Maxime Bernier de 15 ans, c'était tout à propos de l'économie. Liberté individuelle, moins de gouvernement et le gouvernement moins d'ingérence dans notre vie de tous les jours. Je ne parlais pas de guerre culturelle, mais c'est devenu une nécessité. Et maintenant, ça fait partie de notre plateforme électorale. Écoutez, Poilievre n'est pas capable de dire qu'il y a seulement 2 sexes. C'est rendu Il n'a jamais dit ça? Non, c'est rendu un scandale de dire qu'il y a 2 sexes. La transition, ça n'existe pas, là. Le mot trans, là, de passer d'un sexe à l'autre, ça se fait pas, là. Une petite fille ne sera pas un petit gars. Non, peu importe Puis ce là, à qu'il va faire. l'école, on est en train de dire à nos petites filles, ben vous êtes peut-être un petit garçon. Écoutez, ça, c'est fou, c'est contre la biologie. Mais les politiciens traditionnels de l'establishment ne veulent pas parler de ça. Il y a des livres, là, on est en train de sexualiser nos jeunes à l'école. Il y a des livres qui sont dans des bibliothèques de l'école où on montre aux enfants là, des trans ou des lesbiennes ou quoi que ce soit. Et là encore, on a le mois, là. Le mois de... C'est quoi, là? C'est la LGBTQ season. Bon. C'est season. Là, c'est plus jour, c'est plus semaine, c'est plus mois. Là, ils ont dit, c'est les libéraux. Ouais. Ils ont dit c'est season. Ben oui. Donc, c'est la saison maintenant. Donc, c'est quasiment l'année. Là. Moi, j'en ai rien à foutre là, de votre sexualité. Là. Garde ça pour toi. Là. Moi, je suis hétérosexuel, puis je ne suis pas fier d'être hétérosexuel. La fierté devrait pas être associée avec ton choix sexuel. Mais là, on est rendu avec le mois de ces folies-là. Là. Je regarde nos vétérans qui se sont battus dans les guerres mondiales pour défendre nos valeurs. On a une journée, le jour du souvenir. Une journée. À ces gens-là, là, que je respecte leur affaire, là, mais ils nous imposent ça à nous, là, puis on devrait là, avoir des drapeaux, toutes sortes de couleurs partout. Là. Non, écoutez, c'est votre propre vie, on respecte ça. Là. Au Canada, là, il y a une charte des droits et libertés qui reconnaît ça depuis bien longtemps, qui reconnaît votre orientation sexuelle. Et il n'y a pas de racisme systémique au Québec ou au Canada. Donc, on est rendu dans une société et il faut la faire, cette guerre culturelle-là. Il faut la faire pour revenir au gros bon sens de valeurs traditionnelles. Maintenant, si vous êtes handicapé, femme, lesbienne, noire, bien, on va vous donner une promotion et on va faciliter ça. Ce n'est plus une société de méritocratie qu'on va encourager les gens qui sont bons. Puis là, ce qui se passe, bien, c'est qu'il y a des quotas, on engage des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences. C'est rendu partout. Je vais vous donner un exemple. Pardon, j'étais au Manitoba la semaine dernière. Un de mes candidats a reçu un billet de COVID durant l'hystérie COVID. Et il m'a demandé, Maxime, pardon, est-ce que tu veux venir et être mon témoin? Parce que je conteste mon billet. J'ai dit oui, sur quelle base? Il dit, parce que durant ce temps-là, au Manitoba, je suis allé à un rallye du Parti populaire et j'ai eu un billet. Parce qu'on n'avait pas le droit de se réunir, etc. Je suis allé à un rallye de Black Lives Matter. Il y avait 10 000 personnes. Il y avait des policiers là. Personne n'a eu de billet. C'est de la discrimination, de la répression politique. La répression politique. Ben oui, c'est sûr. Il dit, Maxime, je dis, OK, je vais aller, je vais témoigner. Je suis allé témoigner. Moi, j'ai été emprisonné pendant 12 heures pour avoir fait une petite rencontre dans un parc au Manitoba. Incroyable. Mais je suis allé, mais écoute ça, Jeff. Avant de témoigner, t'as le incroyable. Le clerk, en français, c'est quoi le... Pas le curé, mais le révérend. T'as le juge, puis t'as le clerk. OK. Voyons. Oui, je vais te le trouver. En tout cas, l'officier de la cour. Exact. Le juge, l'officier de la cour, puis là, il te demande, t'es debout, de décliner votre nom. Maxime Bernier. Pouvez-vous épeler votre nom? Maxime Bernier, M-A-X-I-M-E, B-E-R-N-I-E-R. Parfait. Quels sont vos pronoms? Oui. Quels sont vos pronoms? Oui. Dans une cour. Monsieur, madame. Là, je regarde. Non, c'était là. Là, ça se passe en anglais. Là, je dis non. J'ai dit, can you see that I'm a guy? I don't play that game. My name is Maxime Bernier and I'm a guy. That's it.
Cette philosophie-là est partout, dans Mais- nos mais c'est- cours, mais c'est partout. une- Il faut se battre contre ça. Mais c'est une fou. histoire de C16, ça, qui était voté dans le temps, là, puis ça découle de tout ça, cette affaire-là. Ben, ça découle de toute C'est cette... on parle de mère, de parents, de ci, de ça. Tu sais, à un moment donné, t'es pas une mère, t'es un parent. Ben non, mais Je sais pas trop, là. oui. Tu es une personne qui va donner naissance. Naissance. Non, au lieu d'être... C'est insultant pour les femmes. Des personnes qui vont... D'ailleurs, la Cour suprême du Canada, dans un jugement, a pris ce mot-là. Et là, ils ont dit, le juge en chef a blâmé l'Assemblée nationale au Québec parce que l'Assemblée nationale a passé une résolution. Puis moi, je suis souvent contre la résolution unanime à l'Assemblée nationale, mais pour une fois, il en avait une bonne pour dire ça n'a pas de bon sens. C'est le non de respect de la femme de parler dans un jugement de personnes qui donne naissance, qui donne ouais. naissance, quelque chose du genre. Et là, le juge de la Cour suprême a fait une conférence il y a 4-5 jours. Et il a blâmé l'Assemblée nationale parce que non, écoutez, dans notre jugement, on a parlé de mot femme 35 fois dans ce jugement-là, puis on a juste mis une fois ça. Ouais, mais c'est une fois de trop. Oui. Parce que la seule personne qui donne naissance, c'est une femme. Oui. Oui. Moi, je me rappelle, dans la dernière élection, je faisais des rallyes, et là, il y a des woke qui arrivent, puis j'ai dit il y a 2 sexes. Une madame a dit, ouais, mais M. Bernier, comment vous définissez une femme? Hey, c'est rendu compte. Là, j'ai dit, OK, une femme, ben, c'est bien simple, c'est quelqu'un qui peut accoucher. Là, la dame, c'est une femme en face de moi, elle me répond, elle dit, ouais, mais M. Bernier, elle dit, moi, si je ne peux pas avoir d'enfant, selon votre définition, je ne suis pas une femme. Ben là, franchement. Là, j'y réponds, j'ai dit, OK, j'ai dit, si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, qu'est-ce que vous allez faire, madame, puis vous voulez un enfant? Elle dit, je vais aller voir un docteur, puis je vais essayer d'avoir de l'insémination. Ben, j'ai dit, justement, mais moi, si je vais voir un docteur, puis j'ai dit, je veux un enfant, il ne pourra rien faire C'est ça. pour moi. Non. Il pourra J'ai rien pas d'utérus, zéro net. J'ai Il y a pas d'utérus, là. J'ai pas d'utérus. Mais Fait que c'est ça. c'est incroyable qu'on ait cette discussion-là. On est pareil. rendu là. Je sais. Ben, Carrément. il faut lutter contre ça. Il ne faut Je pas sais. laisser ça dans... Je sais. Maxime, dernière petite question à partir, qui est toute d'actualité de cette semaine, parce que en tant qu'ex-ministre de l'Industrie, tu t'es toujours occupé des télécommunications, tu as essayé d'amener les joueurs étrangers, de diminuer d'augmenter le pourcentage de 20 %. Donc, tu as toujours été très ouvert à une plus grande compétition à travers. Et là, ben, on vit un peu ce que tu demandais à l'époque via les plateformes web qui sont dures à limiter en fonction de la géolocalisation. Puis là, ben, le CRTC a tranché cette semaine-là. Donc, 200 millions qui vont aller chercher à Netflix, à également Disney, puis après ça, Apple TV. Il y a, je ne sais pas comment ils vont faire pour aller chercher les montants du côté de Amazon parce que c'est un service qui est intégré, un service de livraison plus rapide, mais ils veulent aller chercher 200 millions pour redonner à des artistes, etc. Mais on sait très bien que ça va être refilé aux consommateurs. Donc, ça veut dire que Netflix, quand cette participation-là à la production canadienne va être imposée, ils vont augmenter ça de 59 cents par mois, quelque chose de même à tout le monde. Donc, qu'est-ce que le CRTC fait dans ce monde-là aujourd'hui? Et quelle est ta position? Puis qu'est-ce que tu penses que le prochain gouvernement de Poilievre... Moi, c'est un test pour lui, ça. Là. Moi, j'ai hâte de voir, parce que comme on dit, on ne le sait pas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire, lui. Quelle est la position de toi? Je m'en doute un peu. Mais quelle est ta position et qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le futur avec le CRTC et toutes les nouvelles plateformes qu'on a? Bien, le CRTC n'a pas la s'ingérer là-dedans, premièrement. C'est le libre marché, c'est la liberté. Là, on va aller chercher 500 millions de dollars. Là, après ça, bien, les radios, les journaux traditionnels, les artistes aussi, les musiciens artistes vont venir, vont demander cet argent-là, etc. Non, le CRTC n'a pas de rôle à réglementer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et là, de plus en plus, avec les projets de loi d'Ottawa, bien, on donne de plus en plus de pouvoir au CRTC. Le CRTC, c'est une bureaucratie qui est inefficace et on devrait limiter son pouvoir et non pas lui en donner plus. Moi, je suis contre le fait qu'on essaie de réglementer tous ces joueurs-là. Si les gens veulent du Netflix, bien, ils vont payer pour et ils vont regarder qu'est-ce qu'il y en est. Puis, maintenant, il y a des... en ligne, il y a beaucoup plus de choix francophones parce qu'il faut dire que Netflix aussi veut avoir les consommateurs québécois. Oui. Ils veulent leur donner du contenu qu'ils vont aimer. Donc, c'est la liberté de l'entrepreneur, l'entreprise qui offre quelque chose qui va plaire à un public. Et si les Québécois en demandent plus, bien, ils vont en avoir plus. Sinon, il va perdre ses abonnés.
Et laissons le jeu du marché. Le CRTC n'a pas à s'ingérer là-dedans. Puis là, en plus, on a la loi qu'on veut ajouter sur le genre de c'est un genre de contrôle et de censure sur les réseaux sociaux. Tu pourrais en être victime de ça. La manière que tu te sers des réseaux sociaux. Donc, même chose pour moi. Donc, c'est très dangereux ce qui s'en vient, incluant le podcast, incluant les vidéos qu'on fait, incluant les TikTok, incluant les messages qu'on peut écrire sur Facebook ou encore sur X. C'est inquiétant, ça. Le gouvernement du Canada a donné des pouvoirs au CRTC. Le CRTC, en commission parlementaire, a dit « J'utiliserai pas ces pouvoirs-là. Ayez pas peur. C'est pas vrai que je vais censurer, etc. » Mais pourquoi tu n'es pas contre qu'on abolisse cet article-là qu'on t'a donné? Il y a un article qui est dans la loi. Dans la commission parlementaire, certains parlementaires disaient on devrait éliminer cet article-là de la loi. Le CRTC dit qu'il ne l'utilisera pas. Mais non, mais le CRTC, quand on donne un pouvoir à des bureaucrates, ils vont finir par l'utiliser. On a vu la censure lors de l'hystérie COVID, la censure qu'il y a eu sur les médias sociaux partout. Même ici, au Parlement, à Québec, le premier ministre Legault qui ne veut pas de commission parlementaire durant le temps. Parce que là, on va donner une plateforme à des complotistes. Mais si on avait eu la plateforme et qu'il y aurait eu un débat à l'Assemblée nationale, peut-être qu'il y aurait eu un changement. Mais non, on ne veut pas de débat. On essaie de censurer l'opinion contraire. Et c'est ça, la guerre culturelle qui se passe actuellement. Et moi, je le vois sur les réseaux sociaux, je suis mise à l'ombre par Twitter, même si c'est un peu moins pire que ça l'était. Mais encore une fois, là, c'est difficile pour nous de prôner nos idées. On est tout le temps à la merci d'une censure, mais c'est pas ce qui va nous arrêter. Maxime, merci, c'est le fun. Merci. Ça a passé une petite heure, même une petite heure dépassée, très rapide, beaucoup de sujets, beaucoup de... T'es en forme, Max? Il faut. T'es très en forme. T'es très en forme. Donc, grosse année qui s'en vient. Au niveau financier, vite de même, est-ce que tu as des défis? Je sais qu'avec le nombre de votes que vous avez eu à la dernière élection, il y a quand même eu de l'argent qui rentre dans la caisse. J'imagine, je ne sais pas comment fonctionne le financement fédéral, mais est-ce que c'est quand même un bon défi pour avoir des candidats à travers le Canada pour un parti qui commence? Est-ce que c'est un gros défi? Oui, c'est un défi, mais actuellement, on a à peu près 145 candidats de choisis de presse. Il y a une élection demain matin. Notre but, c'est d'avoir à peu près 200-250 candidats avant la fin de l'année. Et lorsque l'élection arrivera, bien, nous aurons un candidat dans tous les comtés. En ce qui concerne les fonds, contrairement au Québec, nous, on ne reçoit pas d'argent de l'État. Okay. C'est nos membres ou les gens, nos sympathisants qui nous aident, qui financent une partie. Et je peux dire qu'on est très fiscalement responsable. On n'a jamais fait de déficit. On a de l'argent en banque pour la prochaine campagne électorale et je tiens à remercier nos donateurs. Les gens qui veulent en savoir plus sur le Parti populaire peuvent aller sur notre site, partipopulaireducanada.ca, lire notre plateforme. C'est la même plateforme depuis l'existence du parti, elle ne changera pas. Et essayer de trouver la plateforme des libéraux, des conservateurs, ça va être très difficile. Et si vous voulez devenir membre, le même site. Puis si vous voulez donner, le même site. Maxime Bernier, merci, chef du Parti populaire du Canada. Mon nom est Jeff Fillion. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.